Est-ce que les multiples sont redevenus raisonnables sur la cote US? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec ce top 10 US. Donc, vous les connaissez, ces entreprises. On a Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Broadcom, Berkshire Hathaway, Tesla et JPM qui fait son entrée dans ce top 10 à la place de Walmart. Intéressant. Alors, je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. Ici, vous avez le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires, un rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio free cash flow, le ratio actif, cours sur capitaux propres tangibles ici, rendement des capitaux investis, rendement des fonds propres, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, rendement d'actionnaire qui inclut rachat d'actions et ou dilution potentielle, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio. La première entreprise de cette liste, et ça s'est tendu entre, ça se joue à pas grand chose entre Nvidia et Microsoft, mais c'est bien Nvidia qui est maintenant numéro 1 mondial, je pense, et US en termes de capitalisation boursière, donc le leader des GPU. On a les semi-conducteurs, 3,9 trilliards de dollars de market cap, 66% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est énorme, évidemment. Donc les multiples, forcément, ils sont énormes aussi. 43 en VE sur EBITDA, 51 en PE et 54 après sur free cash flow. On a un rendement des capitaux investis qui est quasiment à 100%. C'est colossal, c'est colossal. On est cash net, évidemment. On est tellement rentable que, on n'a pas du tout besoin de s'endetter. Un dividende qui est très symbolique, qui est de verser. Bon, complètement soutenable, mais ça, c'est anecdotique. Alors, Nvidia, en fait, c'est très dur de savoir si c'est surévalué, sous-évalué, etc. La croissance est tellement forte, que le multiple 12 derniers mois, oui, il a 43 pour la VE sur EBITDA, par exemple, mais le multiple 12 prochains mois, si ça se trouve, il est à 20. Et le multiple 24 prochains mois, si ça se trouve, il est à 12. Donc, en réalité, c'est peut-être sous-évalué. Donc, ça, c'est toujours une chose quand on fait des boîtes de croissance. Si vous voulez aller sur du Nvidia, ce qui peut être intéressant, il va falloir aller sur la boîte pour le long terme. C'est-à-dire qu'on ne la garde pas pour moins de 5 ans parce qu'il peut y avoir beaucoup de volatilité. On peut se prendre des moins 50% très facilement sur Nvidia. Mais sur le long terme, le cours d'une action suit la croissance des bénéfices. Et la croissance des bénéfices chez Nvidia est énorme. Donc, toujours intéressant. Ensuite, on est sur Microsoft, donc le leader mondial des logiciels, 3,7 trilliards de dollars de market cap, 14,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Là, pour le coup, c'est un peu cher par contre. On a 25 en VE sur EBITDA, 39 en PE et 53 en price sur free cash flow. Donc, c'est une boîte qui génère pas beaucoup de free cash flow. La croissance, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Et ça se paye très très cher en réalité. On est à 27,5 en rendement des capitaux investis. Bon, c'est de la bonne qualité. On est un petit peu endetté, mais c'est anecdotique. Un petit dividende de 0,7% qui est versé avec des rachats d'actions. Je pense qu'elles sont annulées, ces actions. Donc, on a un rendement d'actionnaire à 1,1%. Bon, c'est soutenable. Maintenant, on a un payout ratio qui est peut-être plus à 35% qu'à 25%. Mais bon, c'est soutenable à ce niveau. Voilà, Microsoft, typiquement, c'est de la très bonne qualité. Mais la croissance n'est pas non plus colossale, comme sur Nvidia. Et on se paye quand même cher en termes de croissance free cash flow, par exemple. Donc, pour moi, Microsoft, typiquement, c'est un dossier. Vous pouvez y aller. C'est pas de problème, mais c'est pareil, ça va être pour le très long terme et ça se paye un peu cher. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux être plus malin et attendre un trou d'air pour rentrer sur du Microsoft qui me semble un peu cher à ce niveau-là. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des portefeuilles d'investissement passifs et performants, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Apple. Donc là, on est plutôt sur du hardware, en fait, du hardware / luxe. 3,2 trilliards de dollars de market cap, 8,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, croissance qui faiblit quand même pas mal sur Apple. Les multiples restent très chers pour une boîte qui a moins de croissance. 20 en VE sur EBITDA, 33 en PE, 32 en price free cash flow. C'est pas exceptionnel. Le rendement des fonds propres et le rendement des capitaux investis, il est un peu biaisé par les rachats d'actions massifs sur Apple. Vous avez plus de 100% de rendement des fonds propres. Ça, c'est possible quand on rachète ces actions massivement. C'est la même chose sur Nvidia. Donc, ils annulent leurs actions. Donc, en fait, quand on prend le rendement des fonds propres, c'est bénéfices nets par du groupe divisé par les capitaux propres. Mais si d'une année sur l'autre, vos capitaux propres diminuent, forcément, ça booste encore ce ratio, encore plus que la croissance des bénéfices. Donc,
Voilà, c'est pour ça qu'on a un rendement des fonds propres aussi élevé. 0,5 en rendement du dividende, c'est pas très intéressant, mais voilà, rendement de l'actionnaire 3,8% parce qu'on a un rendement des fonds propres des rachats d'actions massifs pour annulation. C'est soutenable comme politique d'allocation du capital avec un payout ratio à 15%. Apple, ça ne tient, à mon avis, ça ne monte, la croissance des bénéfices ne tient que grâce au rachat d'actions. Il n'y a plus de croissance, il n'y a plus d'innovation, ils sont un peu en panne, ils ont raté l'IA, donc pour moi, Apple, j'en suis à l'écart. Amazon, là, on est sur un géant mondial, maintenant, c'est plutôt, ils sont diversifiés, un conglomérat technologique, on va dire. Bon, c'est toujours du retail, de la logistique, mais aussi du AWS, mais aussi de la pub, mais aussi plein d'autres services. Donc voilà, conglomérat technologique, 2,4 trilliards de dollars de market cap, 17% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. En VE sur EBITDA, c'est presque raisonnable. 17, c'est pas exorbitant pour un des 7 magnifiques. Après, voilà, en 16, 36 en PE, 114 en free cash flow. Voilà, sur Amazon, il n'y a pas de free cash flow parce qu'ils continuent à investir massivement, à faire des gros capex pour développer l'activité. Une fois qu'ils seront leaders de loin, ils sont déjà leaders, mais une fois qu'ils auront écrasé vraiment toute la concurrence, les free cash flow vont monter assez violemment. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est pas si cher que ça, je trouve. On est à 15 en rendement des capitaux investis, ce qui est correct. C'est intensif en capital en réalité Amazon, donc c'est pour ça qu'on a une rentabilité qui est en deçà des 3 précédentes. On a 0,4 en termes de dette nette sur EBITDA, donc rien à signaler à ce niveau. Pas de dividende, pas de rachat d'actions à signaler. Il y a peut-être un peu de dilution même sur Amazon à cause des plans d'actionnariat salarié. Bon, moi je pense que c'est intéressant. Pareil, ça va être pour le long terme, pour du 5 ans minimum, mais c'est intéressant, je pense, Amazon. Alphabet, on est sur le conglomérat technologique. Originellement, évidemment, la recherche sur Internet, mais maintenant, on fait beaucoup d'autres choses. On a YouTube, par exemple, 2,2 trilliards de dollars de market cap, 17% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. La croissance reste solide. 15 en VO sur EBITDA, 20 en PE, 29 en price de cash flow. Petite aparté, tous les price cash flow qui sont indiqués ici, en fait, il faut les retraiter des compensations via action, des stock-based compensation, parce que en fait, c'est décompter les free cash flow, mais derrière, ça impactera les free cash flow. Donc il faut si vous voulez pas vous embêter, on prend les multiples de VE sur EBITDA et de PE sur les entreprises tech américaines. Comme ça, vous n'avez pas le price free cash flow qui est biaisé par les stock-based compensation. Donc, je ferme la parenthèse, on n'est pas très chèrement valorisé sur Alphabet comparé à l'historique. 15 en VE sur EBITDA et 20 en PE, on a vu beaucoup plus grosse valeur, des valorisations beaucoup plus grosses sur Alphabet. Rendement des capitaux investis à 28%, c'est excellent. Cash net sur le dossier, 0,5% de rendement du dividende, 3,3% de rendement de l'actionnaire. Les actions sont annulées derrière, je crois, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est une politique de rémunération d'actionnaire qui est soutenable. Donc Alphabet, moi je pense que c'est encore intéressant à ce niveau-là, à ce niveau de multiple. Voilà, pourquoi pas. Même plus court terme, pour du 3 ans par exemple, ça peut être intéressant. Plutôt pas mal. Ensuite, on est sur Meta Platforms, 1,8 trilliard de dollars de market cap, 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. La croissance reste forte. On est à 20 en BE sur Meta, 28 en PE, 35 en price free cash flow non corrigé des stock-based compensation. C'est quand même un peu cher maintenant, Meta. Voilà, mais l'opportunité du siècle quand ils ont raté Metaverse et qu'après ils ont complètement changé de stratégie et lancé des rachats d'actions massifs. Maintenant, c'est un peu trop tard, je pense. Avec un rendement des capitaux investis à 28, par contre, c'est de la bonne qualité. On est cash net sur le dossier, 0,3% de rendement du dividende, 2,7% de rendement d'actionnaire. Donc, il y a toujours les rachats d'actions. C'est soutenable, cette politique de rémunération de l'actionnaire. Voilà. Si vous allez sur du Meta Platform, pareil, ça va être pour du 5 ans minimum, puisque les multiples sont très élevés. Ensuite, on est sur Broadcom, 1,3 trilliard de dollars de market cap. C'est une boîte qui est spécialisée dans la semi-conducteur, 20% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Tout ce secteur, toute cette industrie est en forte croissance. On est sur des multiples exorbitants. 43 en VE sur EBITDA, 100 en PE, 57 après sur cash flow. Moi, je pense que c'est beaucoup trop cher. 11,7 en rendement des capitaux investis, ce qui est correct pour une boîte intensive en capital. 1,8 fois les bids en dette nette. Donc, il y a un petit peu de dette. Il faudrait voir d'où elle vient, cette dette-là, est-ce qu'ils font des acquisitions. Je le pense. 0,9 en termes de rendement du dividende, 1,5 en rendement de l'actionnaire. Pas très généreux à ce niveau. Et attention que le payout ratio est supérieur. Alors le free cash flow est supérieur au bénéfice net. Donc, on est allé à 60% de payout ratio. C'est soutenable à ce niveau. Bon, c'est beaucoup trop cher pour moi, Broadcom. Je passe mon tour là-dessus. Ensuite, on est sur Berkshire Hathaway. Donc là, c'est plutôt un peu plus complexe à analyser puisque c'est une holding. Donc la holding de Warren Buffett qui a pris sa retraite cette année. 1,3 trilliard de dollars de market cap. 7,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Le multiple qu'il faut garder pour les holdings, c'est le PE. On est à 13 en ratio court-bénéfice, ce qui est, pour une holding, moi je pense qu'il vaut mieux être en dessous de 10. Donc c'est peut-être un peu cher ici.
et il faut une décote sur capitaux propres tangibles aussi, pour avoir la marge de sécurité. Maintenant, vous l'aurez jamais sur Berkshire Hathaway, sauf crise style 2008, hein, parce que le dossier est tellement qualitatif que le marché ne décote pas cette entreprise. Vous avez vraiment des fonds propres à 13,2%, ce qui est correct pour une holding. Pas de dette à signaler, pas de dividendes, ils n'ont jamais versé de dividendes sauf une année. Et il n'y a pas de rachat d'actions à signaler ces derniers temps, c'est normal. Warren Buffett rachète des actions uniquement quand il y a une décote sur capitaux propres, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ouais, c'est trop cher, Berkshire Hathaway. En plus, avec le changement de management, on ne sait pas où ça va aller, donc je pense qu'il vaut mieux être à l'écart de Berkshire. Tesla. Bon, Tesla, c'est compliqué à analyser, hein. Donc c'est l'automobile, on peint du logiciel avec la voiture autonome. Bon, $1 trillion de market cap, 30% de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans, donc très forte croissance, mais les multiples sont vraiment trop élevés, quoi. 70% en VE sur EBITDA, 180 en PE, 150 en price to free cash flow. Trop cher, 7,3% de rendement des capitaux investis. La rentabilité, bon, c'est intensif à capital, donc la rentabilité est un peu faible malheureusement. Pas de dette à signaler, mais en fait on finance en diluant les actionnaires assez régulièrement, c'est pas indiqué ici, mais si vous avez ici, vous voyez un rendement de l'actionnaire qui est négatif. C'est parce qu'il y a des dilutions assez fréquentes sur Tesla hein, pour se financer. Bon, en plus d'être un dossier industriel compliqué, vous avez Musk imprévisible aux commandes. En plus, là, il veut lancer son parti politique. Donc, la dernière fois qu'il était en politique au Doge, le Tesla a complètement souffert parce qu'il ne s'est pas concentré sur l'activité. Maintenant, il repart faire son truc politique à côté. Donc, à nouveau, à mon avis, ça va tanguer sur Tesla. Plutôt à l'écart, hein, quand même. Ensuite, on est sur JP Morgan, la première banque américaine, 822 milliards de dollars de market cap, 10,5 de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Le PE est à 14,5. Pour une banque, on veut moins de 10. Maintenant, les banques américaines, elles valent cher quand même, hein, donc évidemment, vous l'aurez jamais en dessous de 10 et on veut une décote sur actifs tangibles, ce qui n'est pas le cas non plus ici. Vraiment, les fonds propres à 17,4, ça c'est très bien. Un dividende à 1,9% et vraiment l'actionnaire à 4,7%, donc il rachète des actions pour les annuler, je pense. Payout ratio soutenable à 25%. Donc ça, un peu trop cher, à mon avis, JP Morgan. Alors, bon voilà, hein, dans cette sélection, vous le savez, il n'y en a que pour les investisseurs de croissance. Et encore, il y a croissance et croissance. Ici, je pense que on peut aller sur... Bon, Nvidia, vous pouvez y aller, mais là, ça va être volatile. Donc là, il faut rester sur le très long terme. Microsoft aussi. Ça sera peut-être un peu moins volatile que Nvidia, mais ça le restera un petit peu parce que c'est chèrement valorisé. Donc là, pareil, il faut y aller pour le très long terme. Apple, je pense qu'il vous mettra à l'écart. Amazon, pour le long terme aussi, c'est intéressant. Alphabet, pour le long terme, c'est intéressant. Meta Platform, c'est intéressant pour le long terme également. Mais attention aux multiples aussi, hein. Broadcom, trop cher, je pense. C'est pas intéressant même pour long terme à ce niveau-là. Il faut attendre que ça dégonfle beaucoup. Berkshire à l'écart, Tesla à l'écart, JP Morgan à l'écart. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.